Le projet de loi engagement, qui s'appelait au départ en tout cas engagement et proximité, est arrivé à l'Assemblée nationale en séance publique mardi. Il y a un certain nombre de mouvements qui ont eu lieu entre le Sénat et la Commission des lois. Des libertés en matière d'intercommunalité avaient été votées par le Sénat, elles ont été retirées en Commission des lois. Maintenant, que va-t-il se passer en séance publique? Est-ce qu'il va y avoir des retours sur ces sujets-là? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que c'est fait l'histoire. Donc, je vais quand même remonter à l'exégèse de cette loi. La loi, elle a été proposée effectivement par le gouvernement à partir, d'une part, du travail qui avait été fait par le Sénat sur le statut de l'élu, à partir des 96 heures de débat entre le président de la République et les maires de France. Une paille, mais 96 heures, il s'en est dit des choses pendant ces 96 heures. Donc cette loi, elle répond, alors pleinement je ne sais pas, mais en tout cas il y a beaucoup de choses dans cette loi initiale telle qu'elle a été proposée par le gouvernement. Il se trouve que le Sénat, et c'est le jeu démocratique, mais on peut aussi imaginer qu'il y ait quelques arrière-pensées politiques, on a rajouté des tonnes, si vous me permettez l'expression, et à partir de ce qu'a rajouté le Sénat, eh bien, on est en train de travailler, et c'est actuellement en lecture à l'Assemblée nationale, eh bien, on travaille pour essayer de prendre ce qui est positif dans ce qu'a apporté le Sénat, et peut-être de refuser ce qui nous paraît être de ne pas aller dans le bon sens, en particulier sur le rôle du maire et de l'EPCI. C'est-à-dire qu'on veut absolument redonner du pouvoir au maire. On veut absolument que la commune soit au centre de l'EPCI. On veut absolument que briser ce sentiment un petit peu de solitude, d'oubli qu'a le maire aujourd'hui, quelquefois dans un certain nombre de EPCI. Pas partout, il y a des EPCI qui fonctionnent très bien, donc il y a un certain nombre de mesures qui sont... Mais on ne veut pas détricoter les EPCI pour autant. Et des mesures clairement du Sénat étaient là pour détricoter l'EPCI. Ça, c'est pas ce que nous voulons. Hier en particulier, il y a eu un débat assez vif à l'Assemblée sur la question de l'eau et de l'assainissement. Oui. Les sénateurs, d'ailleurs comme beaucoup d'associations d'élus, souhaitaient que le transfert de l'eau et l'assainissement ne soit plus obligatoire. Après débat, finalement, l'Assemblée nationale a voté, ça restera une obligation. Pourquoi est-ce que la majorité y tient tellement? Alors, il y a, sur le sujet de l'eau et l'assainissement, même chose. Attention, les associations d'élus sont contre, mais vous avez beaucoup d'élus qui aujourd'hui ne remettent absolument pas en cause ce qui a été voté dans la loi NOTRe. Par rapport à la loi NOTRe, nous avons apporté un premier niveau de souplesse. D'abord, on a repoussé l'échéance à laquelle ça devait se faire pour donner du temps aux communes de s'adapter à cette nouvelle obligation. Nous donnons là une deuxième souplesse aux communes puisque les intercos auront la possibilité de déléguer aux communes qui souhaitent continuer à exercer cette compétence, de le faire. Donc elles peuvent donc on apporte vraiment une souplesse assez forte. Mais pourquoi il ne faut pas détricoter ça? Parce que les enjeux en matière d'investissement qui attendent les communes dans les prochaines années sont considérables. Considérables. Et imaginez que chaque commune va pouvoir, dans son coin, faire face à ça. Ça n'est pas vrai. Et puis de toute façon, la vérité aujourd'hui, c'est que de très nombreuses communes, toutes ont pratiquement déjà sous-traité à des syndicats qui dépassent très largement la taille de la commune. Et donc aujourd'hui le syndicat mixte qui s'occupe de cette compétence, eh bien, elle va avoir un interlocuteur qui va être l'intercommunalité si on reste dans ce schéma-là, et qui va continuer à travailler avec le même syndicat mixte qui va s'occuper de la même compétence. Donc c'est à peu près transparent. Donc c'est vrai que c'est un sujet un peu emblématique de cette crispation, mais je crois qu'il faut être responsable. La quantité d'eau qui se perd aujourd'hui est absolument scandaleuse. Enfin, c'est un gaspillage qui n'est plus acceptable par les temps qui courent. Moi, je pense à mes agriculteurs qui cherchent de l'eau toute l'année. Je pense à nos problèmes de transition énergétique et de climat qui changent. Donc, il faut qu'on soit cohérent. Donc, il y a des engagements, il y a des investissements qui sont très lourds, il y a un pilotage important et donc on ne peut plus faire comme avant. Il faut vraiment faire face à cette nouvelle situation. Dernière question. Hier, dans son discours devant le Congrès des maires, le président Macron a donné sa vision de la décentralisation. Il a notamment expliqué, sans le dire exactement comme ça, mais qu'il ne croyait pas dans l'autonomie fiscale et qu'il a appelé ça un fétichisme français. Est-ce que la majorité à laquelle vous appartenez partage ce point de vue? Quel est votre avis sur cette question? Alors, il n'a pas dit que ça, et ce point. D'abord, moi je trouve qu'il était plutôt sympathique dans ce qui s'est dit au Congrès hier, c'est que François Baroin a appelé au nom de l'AMF
à une nouvelle étape de décentralisation et le président de la République a répondu favorablement. C'est-à-dire qu'il était aujourd'hui, lui aussi, dans cette philosophie, dans cet objectif, dans cette perspective de créer une nouvelle étape de la décentralisation. Et on ne parle pas que de décentralisation, d'ailleurs, on parle de différenciation, de déconcentration et de décentralisation, et on doit jouer sur chacun de ces leviers. Donc, sur l'autonomie fiscale, c'est un point qui crispe un petit peu. D'abord, l'autonomie fiscale n'est pas du tout reconnue par la Constitution française. Ce qui est dans la Constitution, c'est l'autonomie financière des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, elle est parfaitement respectée, voire elle a augmenté ces dernières années. Est-ce que le Graal, c'est faire en sorte que les collectivités puissent elles-mêmes lever l'impôt, si vous voulez? Alors, d'abord, c'est du ressort de l'État, hein, de lever l'impôt, de créer des impôts. Ce n'est pas du ressort des collectivités territoriales. Aujourd'hui, quand vous regardez nos régions en France, elles n'ont pas d'autonomie fiscale. Elles n'ont pratiquement aucun impôt sur lequel elles ont encore un pouvoir de taux, par exemple, ou un pouvoir de base. Donc, elles sont complètement dépendantes d'impôts nationaux, d'impôts dont les taux sont décidés au niveau national, comme la CVE, par exemple, maintenant une part de TVA. Est-ce que les finances des collectivités, des régions sont mauvaises non, elles ont jamais été aussi bonnes. Est-ce qu'elles ont moins d'argent qu'avant? Non, elles n'ont jamais eu autant d'argent. Est-ce qu'elles ont moins de compétences? Non, elles n'ont jamais eu autant de compétences qu'aujourd'hui. Et est-ce que, et c'est important, je comprends que ce soit important, est-ce que les citoyens peuvent ou non juger du travail des élus indépendamment de l'impôt? La réponse est oui. Donc je pense que les Français, aujourd'hui, ont un avis sur la gestion qui est faite par les régions, sur le travail qui est fait par la région. Et pourtant, ils ne savent pas, ils ne savent pas s'ils payent 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros pour les régions en impôt direct ou en impôt indirect via l'État. Donc, il ne faudrait pas que ce soit une sorte de blocage. Nous sommes très attachés à faire baisser les prélèvements obligatoires et évidemment, je soutiens cet objectif. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Casden.